Je suis avec Charlotte Talbot de l'atelier CTJM. Alors Charlotte, tu es designeuse industrielle. Ouais. Tu travailles aussi en collaboration avec Jonathan Moloubier. Vous avez créé l'atelier CTJM. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire un petit peu, voilà, c'est quoi cet atelier? Qu'est-ce que vous faites dedans? Quelles sont vos spécialités? Alors, Jonathan et moi, on est tous les deux designers industriels. On s'est rencontrés lors de nos études à l'École supérieure d'art et de design de Reims. On faisait tous les deux l'option design de produits. Et donc, on est en couple dans la vie. Donc, on a continué tous les deux notre parcours. Lui, ensuite, il a été aux ateliers à l'ENSI à Paris et moi à l'ECAL à Lausanne, mais toujours en design industriel. Et cet atelier, c'est quand on a tous les deux arrêté notre activité de salarié dans des entreprises, on a décidé de travailler ensemble pour avoir des projets plus importants ou alors pour se partager parce qu'on a des compétences différentes. Donc, c'était assez intéressant de travailler ensemble. Par rapport à notre parcours, par exemple, donc on a tous les deux travaillé en Allemagne. C'est là où on a commencé notre activité professionnelle à proprement parler parce qu'on a fait des stages avant, mais employé, moi j'ai été employée 8 ans chez Constantin Gricic, qui est un designer allemand qui officiait à Munich. Et Jonathan, lui, il était chez un autre designer, Stéphane Diez, qui lui aussi était à Munich. Et on a tous les deux travaillé à peu près 10 ans dans des agences de design sur différents produits. Et depuis, moi, ça fait depuis mai 2018 que je suis indépendante. Lui, ça fait plutôt en 2016 où il est devenu indépendant, mais on travaille ensemble depuis, on a commencé, c'est assez frais, en janvier à vraiment créer Atelier CTJM, en janvier de cette année, mais ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. D'accord. Alors tu peux dans un premier temps, avant de parler de l'atelier justement, tu peux me parler de ton expérience en tant que salarié, sur quel type de projet est-ce que tu bossais? Est-ce qu'il y avait une équipe autour de toi? Comment ça se passait ce travail en entreprise? Alors, c'était une entreprise assez petite. Le bureau de Constantin Gricic, on était 4, 5 designers, 6 designers maximum, et ensuite une assistante personnelle qui faisait la presse et Constantin Gricic, le patron. Donc. Et en fait, sa façon de fonctionner à lui, c'était chaque designer travaille sur des projets en collaboration avec lui et le client. C'est-à-dire que moi, j'avais des clients et pour le client, j'étais la designer qui travaillait sur les projets. Et à l'intérieur de l'agence, c'était seulement moi qui travaillais sur le projet et mon patron, donc Constantin. Donc, on travaillait vraiment tous les deux sur le projet avec le client du début jusqu'à la fin. Et ensuite, sur à chaque fois, on va dire 3-4 projets en parallèle parce que bien sûr, les projets, ils ne sont pas à la même étape. Il y en a qui sont au début à la création, ensuite en suivi de production et parfois en direction artistique, photographie, tout ça. Donc, c'est toujours des étapes différentes. Donc, on en avait toujours 3-4. Moi, les marques principales sur lesquelles j'ai travaillé, parce que c'est des projets, donc j'ai travaillé 8 ans, mais sur la durée, c'était toujours des clients qu'on garde en fait. Donc, le premier client avec lequel j'ai travaillé, c'était Nespresso. On a commencé à travailler avec eux sur une collection qui est sortie 4 ans après le début de la collaboration, qui est sortie là actuellement, qui s'appelle Vertuo, et on a continué la collection pendant les 8 années. Donc, on continue encore aujourd'hui. Donc là, je suis plus salariée avec lui, mais je travaille encore en tant que freelancer pour lui, par exemple pour Nespresso. Et j'avais plusieurs marques comme ça, donc Nespresso, Laufen, qui est une marque qui fait des mobiliers, enfin pas mobiliers d'ailleurs, des produits pour la salle de bain, donc comment on appelle ça, des lavabos, toilettes, baignoires. Ensuite, j'avais Muji, qui est une marque japonaise qui fait des produits pour la maison. Donc, plusieurs marques comme ça, et on faisait des produits. C'était principalement du produit, c'est-à-dire pas du mobilier. Donc, le produit, c'est l'art de la table. Un lavabo, c'est du produit. Moi, j'ai fait une chaise, mais très peu. Donc, notre agence, elle faisait, on va dire, 70% de mobilier. Donc, chaises, canapés, chaises de bureau. Et 15% de produits et 15% d'exposition scénographie. Donc ça, j'ai aussi travaillé sur de la scénographie et de l'exposition, aussi sur du mobilier. Mais moi, j'étais plus spécialisée produit, donc une échelle un peu plus petite, parce que c'était ma sensibilité. Et c'est le patron qui choisissait qui travaille sur quel projet. C'était pas nous qui choisissions. Donc lui, il avait une marque qui venait vers lui. Et ensuite, il se disait, avec cet assistant, avec sa personnalité, ça marchera mieux. Et donc voilà.
D'accord, donc des projets, somme toute, quand même assez variés. Assez varié, ouais, c'est ça qui était assez intéressant. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis restée 8 ans. Moi, je ne pensais pas rester aussi longtemps dans une agence, mais c'est que les projets étaient très variés. Moi, j'ai commencé donc avec Nespresso. Ensuite, j'ai eu un projet assez fou parce qu'on a fait le design graphique d'un bateau, d'un IMOCA, qui donc a fait le Vendée Globe. Donc, ça, c'était vraiment la partie graphique. Donc, c'était assez spécial. C'est assez rare, je pense que je ne referai pas. Enfin, on a refait un projet comme ça d'ailleurs avec Jonathan après, mais pas d'une ampleur aussi importante parce que là, le Vendée Globe et c'était Alex Thompson avec Hugo Boss, c'était Hugo Boss qui nous avait contacté pour faire ça. Des expositions aussi, ouais, des projets assez variés, ce qui fait que j'ai pu, grâce à ça, voyager. J'étais au Japon à la Tokyo Design Week pour présenter un projet pour Muji qui était une petite architecture aussi, donc les échelles aussi assez différentes. Et c'était ça qui était bien, je pense, une petite agence où on a peu d'assistants, parce qu'on était quand même assez peu au final, assez peu de designers. On variait souvent de projets. Alors moi, j'avais la chance de varier beaucoup. Il y en avait certains qui étaient vraiment spécialisés dans le meuble, mais parce qu'ils adoraient ça. Et moi, j'aimais beaucoup faire des projets un peu différents. D'accord. Et alors, t'es arrivé à l'indépendance. Il y a des raisons particulières d'avoir fait ce choix de l'indépendance et puis de créer l'atelier CTJM? Ben en fait, en mai 2018, donc, le bureau de Constantin a fermé à Munich parce qu'il s'est installé pour des raisons personnelles à Berlin. Et donc, à ce moment-là, donc moi, ça faisait 8 ans que j'étais chez lui. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un cap à passer? Est-ce que je continue? Est-ce que je vais à Berlin avec lui? Et je recommence donc une vie. Et donc, ça voulait dire aussi déménager notre vie personnelle à Berlin. Même si c'est toujours l'Allemagne, c'est une ville différente, tout ça. Donc, en fait, on s'est dit, c'est le bon moment pour arrêter. Et au final, dans toute l'agence, il n'y a personne qui a continué à travailler avec lui parce que tout le monde, on était tous là depuis plusieurs années. Donc, on a tous arrêté et mon compagnon, donc Jonathan, lui avait déjà travaillait déjà de son côté. Et ça fonctionnait en fait de son côté, même si ça fait assez peur quand on passe de salarié à indépendant. Au final, dans la ville où on était Munich, il y avait quand même assez une dynamique des projets, assez de travail, donc ça marchait plutôt bien. Et donc moi, en voyant que pour lui ça fonctionnait, et plusieurs amis autour de moi qui étaient indépendants et pour lesquels ça avait l'air d'aller, même s'il y avait des hauts débats, ils étaient tous très heureux. À la fin, quand je leur posais la question, est-ce que vraiment vous êtes bien indépendant, tout le monde me répondait c'est compliqué, mais je reviendrai pas avant, je reviendrai pas salarié. Donc au final, on s'est dit, moi je me suis dit, je vais créer Atelier Charlotte Talbot au début, et ensuite on s'est dit que ça ferait sens de se mettre ensemble. Donc on a créé Atelier CTJM pour avoir, oui, des projets. En fait, c'est ça ce qui est bien quand on est indépendant, c'est qu'on on choisit les projets pour lesquels on travaille, on choisit la direction. Bien sûr, c'est créativement assez intéressant. C'est plus compliqué, mais c'est aussi très enrichissant. D'accord. Alors, comment se passe justement là, tu peux nous parler un petit peu quel projet tu auras envie de nous présenter là? J'ai partagé justement donc votre site internet, hein, atelier-ctjm.com. On le mettra bien sûr dans la description. Il y a un projet en premier duquel tu as envie de nous parler pour commencer, pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Alors, le projet qu'on est le plus satisfait, ce serait peut-être la poignée, donc la poignée blanche là, que tu vois là, avec le fond noir. Ça, c'est une entreprise allemande qui nous a proposé pour une exposition à Milan. Ils voulaient montrer leurs compétences en porcelaine, mais sur des produits un peu différents. Donc, c'était une entreprise qui fait normalement de la porcelaine, donc c'est plutôt de l'art de la table. Et là, ils ont décidé de faire des poignées de porte. Et ils ont demandé à plusieurs designers de faire une poignée de porte. Et nous, on a essayé de... Donc ça, c'est un projet qu'on aime beaucoup parce que, par exemple, nous, en tant que designer, quand on s'est installé dans notre appartement, enfin dans tous les appartements dans lesquels on s'est installé, on a toujours trouvé que les poignées de porte, les interrupteurs, c'était pas les objets les plus beaux et alors que c'est les objets qu'on touche quotidiennement, quoi. Vraiment plus que parfois un set de table ou un vase. Une poignée de porte, on le touche vraiment tout le temps. Et donc, on a toujours rêvé de faire une poignée de porte. Donc là, elle n'est pas encore en production parce qu'il faudrait qu'on trouve un producteur, mais en tout cas, elle a été produite à l'échelle petite industrielle, donc avec un moule, tout ça, elle a été testée. Et donc, notre idée, là, par exemple, c'était de faire une poignée de porte. Je pense que tout le monde voit comment on crée une poignée de porte. Il y a la poignée, il y a une rosette, c'est la partie qui est vissée sur la porte. Et donc, c'est toujours deux éléments. Et nous, on a essayé de trouver, avec des maquettes, tout ça, est-ce qu'on ne pouvait pas faire une seule pièce et donc pas avoir deux moules et donc plus de problèmes d'ajustement parce que la porcelaine, c'est un matériau qui donc passe au four, passe à la cuisson et donc peut avoir des tolérances assez grandes. Donc là, on a réussi à créer une seule pièce pour intégrer la poignée. Donc, il n'y a plus ces deux éléments sur la porte, il n'y en a plus qu'un.
Et c'est un peu l'originalité de cette poignée qui a fait la forme qui est assez spéciale, vient de cette idée-là de fusionner la rosette qui se fixe et la poignée en elle-même. Voilà. Alors, ça tombe bien, on tombe sur la dernière image où on voit les croquis préliminaires, les premières esquisses, j'imagine, de réalisation. Tu peux nous raconter un petit peu, pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe, le métier de designer industriel. Vous partez, voilà, vous rencontrez un client qui vous dit moi j'aimerais faire une poignée de porte un petit peu différente des autres. Comment ça se passe ensuite? Alors là, c'était parfait la façon dont c'est passé, dans le sens où on a visité d'abord l'entreprise, parce qu'avant d'avoir, donc on a eu le sujet, poignée de porte, porcelaine, mais on a visité l'entreprise qu'elle allait produire. Et ça, c'est très important parce qu'on voit aussi donc, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en... Attendez, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'appelle, donc voilà, pardon. Je m'excuse. Donc, on a visité l'entreprise, on a rencontré les personnes qui travaillent, on a pu aussi comprendre la matière, parce que c'est très important quand c'est très spécifique comme ça, quand on sait comment ça va être réalisé, on a toutes les informations techniques en tête. Après avoir visité l'entreprise, on est rentré chez nous et puis on a, première chose que nous on fait, et c'était comme ça qu'on travaillait, moi je travaillais comme ça déjà chez Constantin et mon compagnon aussi. Je pense que plusieurs personnes travaillent comme ça, créatifs. On a d'abord regardé on a regardé les poignées de porte. On a regardé les poignées de porte autour de nous. On a regardé sur Internet, bien évidemment. On a essayé de comprendre comment c'est construit une poignée de porte. Il y a des systèmes, par exemple, l'intérieur, c'est quasiment tout le temps le même. Il y a un seul producteur qui le fait. Donc, on savait déjà techniquement comment on essayait de comprendre cette poignée, comprendre les typologies. Puis ensuite, on passe on discute beaucoup. Qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de faire une forme organique? On parle de forme, on parle d'idées. Et puis après, on passe assez vite au dessin. Et puis, dans notre cas, comme c'était une poignée de porte, c'était une échelle assez petite, on pouvait tout de suite faire des maquettes. Donc, on passe avec de la terre, du papier, du carton, assez simplement, pas besoin de beaucoup. On a fait des maquettes pour les tester, pour vraiment les mettre sur une porte, essayer de voir si dans la main, ça faisait sens, si les proportions étaient bonnes. Et puis, on a aussi une imprimante 3D. Ça, c'est un outil que pas mal maintenant de designers et d'entreprises utilisent. On a pu en fabriquer à l'échelle 1 en 3D et les tester avec la force, parce que quand on fait des maquettes en papier, c'est plus pour la forme. Et donc voilà, c'est un peu l'étape. Et puis ensuite, on est arrivé à un objet qui nous plaisait, on l'a présenté à l'entreprise, qui elle a vérifié si techniquement c'est possible, nous a fait retravailler certaines choses pour ensuite faire un premier prototype en faisant un moule et voilà. D'accord, et vous êtes parti de là. Donc finalement, là, toute la partie moule, c'est l'entreprise qui l'a gérée. Vous avez présenté un prototype et eux, ils l'ont... C'est ça, nous, on leur a envoyé une pièce en 3D qu'on avait imprimée. On leur a dit, voilà, ça, c'est le résultat qu'on aimerait avoir, parce qu'en porcelaine, il y a de la tolérance, donc ils devaient aussi créer un moule plus gros, parce qu'ensuite, ça réduit à la cuisson. Donc, eux, ils avaient les capacités, on va dire, d'ingénieurs de dessiner ce moule qui n'est pas en somme très compliqué, mais en tout cas, eux, ils faisaient le moule, même si nous, on avait compris comment ça fonctionnait, parce qu'on ne peut pas créer l'objet sans savoir comment il va être coulé dans un moule en plâtre, et pour ne pas faire une forme qui soit inadéquate au système de fabrication. Donc, on avait vraiment pensé la forme pour qu'elle soit démoulable, mais c'est eux qui sont arrivés avec le moule parfait pour que ça fonctionne. D'accord, voilà. C'est un chouette projet pour le coup et on voit bien le process. Il y a d'autres travaux sur le site internet que vous présentez, que dont tu voudrais parler. Je vais te laisser justement un petit peu la main sur l'ordre de présentation de ces travaux. Là, je vois qu'on a, je sais pas, donc il y a une forme en bois, un peu plus sur la. Alors, est-ce que c'est sur la. Voilà, celle-ci, exactement. Ça, c'est un petit banc, c'est un projet assez simple, mais je pense que le process de création, il peut parler. Nous, on a souvent, donc par exemple, le poignet de porte, c'était aussi un besoin pour nous. On avait besoin de poignées de porte et on n'en trouvait pas des adéquates à nos valeurs esthétiques ou autres. Et là, c'était la même chose. C'était un petit banc qu'on avait besoin pour, par exemple, notre enfant, pour qu'il accède à un élément plus haut, pour moi, pour faire de la méditation, ou alors juste pour poser des plantes. On cherchait un petit banc et on s'est dit, au lieu de chercher un banc sur le marché, on va s'en créer un parce que on peut le faire. On a les capacités créatives et aussi techniques. Et en fait, on s'est imposé comme contrainte. Ça, c'est assez important dans les processus créatifs. Parfois, les contraintes peuvent être plus intéressantes que contraignantes, en fait. Donc, elles n'ont pas le bon terme, moi, je trouve, parfois contrainte. Donc là, la contrainte qu'on s'est imposée, c'était
essayer d'avoir aucun déchet dans zéro perte. Ouais, ouais. Voilà, zéro perte. Parce que c'est un sujet qui est assez intéressant depuis plusieurs années, mais le zéro déchet, ou essayer de réduire au maximum ses ressources et notre impact sur le monde, c'est assez important. Et ça, c'est un sujet qui est pour nous important. Et en tant que designer, on voulait l'intégrer dans ce projet. Donc, on peut voir voilà, après une image où en fait tout part d'une planche. Une planche, et il n'y a que des découpes et aucune perte. Donc, vraiment pas de perte de bois. Et ça a vraiment influencé la forme de l'objet. Alors, quand on voit la forme de l'objet à la fin, on ne peut pas s'imaginer qu'il vient. On peut s'imaginer que c'est juste esthétique. On a choisi cette forme par choix esthétique, mais en fait, ça découle vraiment du processus. Et ça n'était pas si simple de trouver dans une planche un résultat qui soit esthétique et qui ne soit pas non plus évident quand on le voit, le banc, et qu'on se dise « Ah oui, c'est clair, c'est un banc qui a été créé sans déchets, tout ça. » Ça, c'était assez important pour nous, qu'en fait, la forme soit forte, soit belle, qu'il y ait un impact esthétique, mais que le processus de création soit aussi intéressant avec cette contrainte forte. Voilà. Et puis après, tu peux choisir aussi un projet. Là, il y a des projets, donc il y a des projets qu'on a fait ensemble, des projets qu'on a fait séparément, et il y a certains projets que moi j'ai fait à l'intérieur de l'agence de Constantin Gricic, parce que c'est des projets sur lesquels j'ai travaillé, mais voilà. Voilà, je vois un projet de lampe, par exemple. Ouais. Ça, c'est un projet qui a eu 8 ans, 9 ans presque. C'est un projet, ça, c'était avec des amis. On avait créé, quand on sortait de l'école, on s'était dit, il n'y a pas beaucoup. Pour nous, en tant que designer, c'est dur de trouver des entreprises qui veulent bien travailler avec nous, des marques qui veulent travailler avec nous. Donc, on a créé notre marque qui s'appelait La Vague. C'était un peu comme la nouvelle vague, mais juste La Vague. Et on avait créé des produits qu'on pouvait produire facilement localement, parce qu'à ce moment-là, c'était en Suisse, qu'on pouvait produire en Suisse localement et envoyer assez simplement. Donc, ça ne devait pas être très gros, pas très lourd, assez simple d'assemblage, tout ça. Et donc, on avait créé cette marque, en fait, alors qu'on a arrêté depuis parce qu'on s'est tous un peu séparés. Mais c'était l'idée d'essayer d'optimiser notre processus de création à des fins de vente sur Internet, où on s'était créé cette marque. Et moi, c'était ma proposition pour cette marque, c'était cette lampe Tron, donc qui est vraiment juste un tube en bois, donc qui était assez simple en production, parce que j'avais trouvé un artisan qui pouvait les tourner assez simplement. Et ensuite, il y avait cet abat-jour qui était rajouté et qui était assez simple à monter pour les utilisateurs quand ils le recevaient par la poste. D'accord, donc c'est un projet qui a été réalisé, qui ensuite a été vendu. Ouais. Mmh. D'accord. Oui, alors je sais qu'en bas, il y a plutôt des projets un peu plus anciens. J'étais peut-être là-dessus. Ben, ça aussi, c'est assez vieux. Alors j'ai vu que tu travailles pas mal la céramique quand même. Hein. Oui, parce que c'est venu il y a quelques années où en fait, à force, en tant que designer industriel, on travaille quand même beaucoup à l'ordinateur. Alors on fait des maquettes, mais on travaille vraiment principalement à l'ordinateur sur des logiciels de 3D et parfois des maquettes, mais c'est quand même beaucoup un travail à l'ordinateur. Et moi, je commençais à être fatiguée d'être assise toute la journée, 9 heures par jour à l'ordinateur. Donc, j'ai essayé de me trouver une activité. J'avais jamais fait de la céramique, donc j'ai voulu tester ça. Et j'ai fait un stage assez classique, hein, mais c'était vraiment une hobby au début. Et ensuite, c'est devenu très plaisant en fait de travailler depuis vraiment la matière brute jusqu'à la finalité. Et donc, j'ai créé une marque qui s'appelle Super Ceramics, et où je fais des projets d'art de la table principalement, où je produis tout moi-même à petite échelle. Donc, c'est vraiment en mode artisan. Mais c'est assez plaisant en tant que designer de pouvoir dessiner la forme et la voir réalisée directement. Parce que souvent, dans les entreprises avec lesquelles je travaillais, il y a quand même un long process qui dure plusieurs années avant d'arriver au produit final. Et là, dans ton cas, donc tu délègues la partie cuisson, ou vous avez un four Non, je me suis acheté un four. J'ai tout, j'ai le tour, j'ai le four. J'ai eu, en fait, quand j'ai quitté mon entreprise en Allemagne, j'ai été sponsorisée par la ville pour ne pas être au chômage. Ils nous donnent de l'argent pour qu'on développe notre entreprise. Et donc, moi, j'ai développé. Pardon, c'est juste les enfants qui. C'est pas grave, c'est le travail à la maison. On a aussi les enfants parfois, qui sont là.
Ouais, donc j'ai pu m'acheter tout le matériel nécessaire. Bon, en céramique, le gros investissement, on va dire, c'est le tour. Si on fait du tour, au final, moi j'en ai un, mais je l'utilise peu. Et le four qui est assez cher, mais qui dure assez longtemps. C'est assez simple en fait d'installer un bureau de céramique. C'est pas, Oui. il faut pas beaucoup. D'accord. Imprimante 3D, c'est des choses que tu utilises ou pas? Ah oui, on a une imprimante 3D. Alors ça, au début, on déléguait ça et en fait, on s'est rendu compte que on dépensait beaucoup d'argent en impression 3D. Donc, on a commencé à le faire, en s'en acheter une et à le faire. Et c'est quand même très pratique, même sur nous, on travaille à une échelle assez petite, donc c'est assez simple. C'est pratique aussi pour parfois faire des formes qui vont ensuite mouler. Donc, c'est vraiment pratique. Là, je vois qu'on regarde la collection Vertuo pour Nespresso. Toutes les pièces, nous, on les avait imprimées en 3D par des entreprises. Et ensuite, en sein de l'agence, on s'en a acheté une parce que c'était beaucoup plus rapide et simple et moins cher, surtout d'avoir une imprimante 3D, quoi. Parce que tous ces objets-là, ils sont tellement petits qu'on les imprime, ça dure quelques heures ou alors une nuit. Et ensuite, le lendemain matin, on a l'objet en vrai et on peut tout de suite modifier, quoi. Donc, c'est pratique. Oui, tout à fait. Je regarde des travaux encore un peu plus anciens, là, pour le coup, de meubles, c'est ça? Toujours Ouais. Bah ça, c'était aussi un meuble qu'on voulait faire en kit, quoi. Donc, qu'on envoie par la poste et que les gens peuvent monter un peu sur la base de Ikea, mais avec une esthétique différente. Et donc, on cherchait une entreprise. Donc, ça, c'est un projet aussi initié par nous-mêmes et on a cherché un distributeur. C'est toujours dur, ça, de trouver un distributeur quand le projet est fini. C'est toujours mieux de créer le projet ensemble avec le client. Mais quand on était un peu plus jeune ou alors qu'on sortait des études, on faisait ce genre de projet initié. Ouais. D'accord. Quand vous travaillez sur logiciel, tu travailles sur quel logiciel, par exemple, pour la 3D? Alors nous, là, principalement Rhinoceros. Moi, j'avais appris quand j'étais à l'école à travailler sur Pro Engineer. Mais là, Rhinoceros, c'est celui que beaucoup de designers utilisent parce qu'il est assez simple, on va dire, puis on peut créer des formes assez rapidement, simplement. Donc Rhinoceros. Ouais. Voilà, et qui est facilement utilisable ensuite pour un processus d'industrialisation s'il y a besoin? Bah oui, nous, ça ne nous a jamais posé de problème parce qu'on a toujours, même au sein d'agence, on crée tout sur Rhinoceros. Ensuite, on envoyait ça. D'accord. Attendez. Non, Gaston. Il sait très bien. Oui, je sais. Alors ça, juste voilà, à mon avis, comme on ne fait pas de coupe dans les interviews, l'idée c'est de vous dire que quand on est en freelance, c'est qu'on travaille à la maison, on travaille. Nous, on travaille. Bon, après, normalement, les enfants sont le grand est à l'école, mais là, on est en plus dans la crise du coronavirus, donc l'école est fermée. Et nous, il est trop petit pour retourner à l'école, donc il n'y retournera pas. Donc nous, on va rester avec lui. On s'habitue depuis 2 mois, mais là, ça va durer jusqu'à septembre, donc on s'habitue. Plus, on a une petite fille qui vient de naître. Et donc, quand on travaille à la maison, c'est pratique pour plein de choses, mais c'est aussi, quand on travaille, nous, normalement, on travaille chacun, un avec les enfants, un qui travaille, parce que sinon, c'est pas gérable. C'est pas gérable au quotidien. Les avantages et les inconvénients. C'est ça. Ceux qui travaillent à la maison savent de quoi je parle. Ben oui. Tout à fait. Alors, dernière question qui s'adresse un peu plus, qui s'adresse bien sûr aux designers et qui demande une réponse pour nos étudiants, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais justement à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans le design industriel, dans le design de produits? Est-ce que tu aurais des Alors, qui se lance en tant qu'étudiant ou en tant qui vient de sortir de ses études? En tant qu'un étudiant, pour toi, quels sont les prérequis pour être un bon étudiant et puis ensuite, sur le marché du travail aujourd'hui? Alors, je pense qu'une des choses très importantes, c'est la curiosité. Alors ça, c'est vraiment pour moi la qualité numéro 1. Si on n'est pas curieux en tant que designer industriel sur notre environnement, sur ce qui se passe ou les objets qui nous entourent, je ne sais pas comment ça peut être possible parce qu'il faut être sensible comme ça aux objets, aux produits. Si on est intéressé par le mobilier ou par le produit ou par, je ne sais pas, des éléments électroniques, il faut être curieux, quoi, les regarder, vraiment observer. Et ça, la curiosité, moi j'ai fait des workshops dans des écoles et j'ai remarqué quand même que j'étais comme ça aussi quand j'étais étudiante, mais c'était un peu, on arrive dans le monde de la création et on pense qu'on a des super idées et qu'on va faire des trucs super et qu'on a inventé l'eau chaude, quoi. Mais en tant que designer, il y a énormément de choses qui se font déjà et en fait, nous, on doit juste trouver
le juste milieu, la bonne réponse pour un bon projet avec le bon client. Et pour faire ça, il faut quand même se nourrir d'énormément de choses, donc avoir beaucoup de références. Alors souvent, quand je parlais de références avec les étudiants que j'avais, ils pensaient que je leur demandais de copier certains designers, mais je leur demandais pas du tout ça. Je leur demandais juste de, par exemple, je prends la poignée de porte parce qu'on en a parlé juste avant. Quand on prend une poignée de porte, déjà, il faut être curieux à ce que c'est une poignée de porte, et ensuite, qu'est-ce qui a été fait dans la poignée de porte. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite commencer à dessiner une poignée de porte. Il faut vraiment d'abord, je pense, regarder ce qui existe, être hyper curieux de ce qu'il y a autour de soi et ce qui existe dans le design, parce qu'il y a énormément de choses, et toujours avoir un œil sur ce qui se passe. Et donc, voilà, c'est un peu basique, mais dans les musées, regarder ce qui se passe sur les blogs, sur les magazines, mais pas que dans le monde du design, dans l'art, dans la culture en général, pour garder cet œil très curieux et la curiosité, je pense que c'est très important. Et ensuite, je dirais quoi d'autre ? Moi, j'avais fait beaucoup de stages qui étaient à l'époque non rémunérés, mais j'avais fait des stages d'été, par exemple, chez des designers dans différents bureaux parce que je voulais voir comment ça se passait en vrai. Et j'avais une image en fait de ce que c'était être designer industriel. Et en faisant des stages dans des petits bureaux, à chaque fois c'était une, deux personnes, trois personnes, j'avais vu la réalité du métier, de ce que ça voulait dire en termes aussi administratifs, le rapport avec la clientèle, tout ça, et ça m'avait un peu remis les pieds sur terre sur. Je pense que parfois, on a une image d'un créatif qui fait que créer, qui fait que dessiner, et on voit pas tout le reste, qui est hyper important et qui fait partie en fait de ce métier. Rien que le rapport avec la clientèle, avec son client, c'est très important. Et donc, je pense qu'il y a ça, être très curieux et peut-être essayer de, si possible, faire des stages, aller en entreprise, essayer de voir en fait comment ça se passe dans le métier, quoi. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, un grand merci à toi pour ce partage. Donc, si on veut voir votre travail de l'atelier CTJM, voilà, Charlotte Talblot et Jonathan Moloubier, c'est sur atelier-ctjm.com. On le mettra bien sûr dans la description. Vous avez peut-être d'autres supports sur lesquels vous présentez vos travaux. Il y a principalement le site internet. Oui, on a un Instagram, donc @atelier _CTJM. Ça, c'est on montre un peu les nouveautés et parfois on partage un peu les moments de création. Et puis, on a chacun notre Instagram. Donc, moi, j'ai Super Céramique et mon compagnon qui fait aussi de la photographie de produit. Lui, c'est Jonathan Moloubier, c'est son prénom. Et donc, on partage pas mal sur les réseaux, sur Instagram principalement. Bon, ben, on mettra bien sûr tout ça dans la description. Comme ça, les personnes qui s'intéressent à votre travail pourront regarder tout ça. Encore merci à toi et puis à toutes et à tous, comme d'habitude. Merci à vous. Créatif. Ciao.